Bonjour, mon nom est Eve-Marie Girard. Je suis externe 1 à l'Université de Montréal. Je vous présente aujourd'hui un court podcast qui porte sur les 4 causes de douleurs anales les plus communes. Les éléments clés se rapportant à l'épidémiologie, à la physiopathologie, à la présentation clinique et au traitement seront adressés pour chacune de ces pathologies. Débutons avec une pathologie assez commune, la fissure anale. Soulignons qu'elle peut survenir dans tous les groupes d'âge, mais qu'elle est néanmoins plus fréquente chez les patients de 30 à 60 ans. Attardons-nous d'abord à sa physiopathologie. Une fissure anale correspond à une déchirure longitudinale de la muqueuse du sphincter anal interne, habituellement causée par des selles dures et ou volumineuses. En présence d'inflammation chronique, il peut survenir une augmentation de la pression de repos du sphincter anal interne. Ce spasme gêne la circulation sanguine affluente au sphincter et à la muqueuse anale, entraînant une ischémie relative dans la région de la plaie, perturbant ainsi le processus de cicatrisation. La fissure se produit le plus souvent dans la partie postérieure du canal, puisque c'est la zone avec la plus faible résistance anatomique et la moins bien vascularisée. La lésion peut occasionnellement survenir dans la portion antérieure du canal. Toutefois, une fissure en position latérale doit plutôt faire évoquer d'autres affections, comme la tuberculose, la syphilis, la maladie de Crohn et un cancer. Lors de l'anamnèse, il faut rechercher 2 symptômes cardinaux. Le premier est une douleur de type brûlure, associée à la défécation, qui dure de quelques minutes à quelques heures après être allé à la selle. Le deuxième est la présence d'une petite quantité de sang rouge clair sur le papier ou dans l'eau de la toilette suite à la défécation. À l'inspection de l'anus, on constate généralement une fissure au rebord régulier, en forme de raquette, avec la partie la plus large au niveau de la marge et qui s'en va en s'amincissant vers le haut du canal anal. Une fissure aiguë est superficielle, possède des berges fines et a un fond rosé. Une fissure chronique est plus creuse et possède des éléments de fibrose sur ses contours. Le toucher rectal n'est pas recommandé en aigu pour ce type de pathologie puisqu'il illicite une douleur trop importante pour le patient. Pour le traitement d'une fissure aiguë, on cherche d'abord à soulager la douleur en utilisant des laxatifs émollients, des analgésiques locaux, des antalgiques oraux et des bains de siège. Pour une fissure chronique avec spasme du sphincter interne, on effectue en plus une sphinctérotomie chimique par application topique de dérivés nitrés comme la nitroglycérine 0,4% ou d'anticalciques comme le diltiazème 2%. La sphinctérotomie peut aussi être réalisée par injection de toxines botuliniques de type A. L'intervention chirurgicale est le recours de seconde ligne. Elle consiste à une sphinctérotomie latérale interne qui permet de sectionner partiellement le muscle lisse sphinctérien. Soulignons que l'effet secondaire principal des traitements mentionnés est la perte de la continence anale. Pour prévenir des récurrences, il faut inciter le patient à consommer beaucoup de fibres et d'eau afin d'éviter la constipation. Attardons-nous maintenant à la pathologie hémorroïdaire. Étudions tout d'abord la physiopathologie de ce désordre vasculaire. Les coussins hémorroïdaires sont des constituants normaux du canal anal qui sont composés de veines et d'artères. On retrouve de nombreux chênes artério-veineux entre les capillaires de ces plexus. Différents facteurs, dont le plus important est une pression intra-abdominale élevée, peuvent provoquer leur engorgement et une augmentation de leur pression. Il est alors possible d'observer une protrusion de ces vaisseaux dans le canal anal. Avec l'âge, le système anatomique de soutien du complexe hémorroïdaire s'affaiblit, ce qui peut permettre le prolapsus de ce tissu à l'extérieur du canal anal. Chez un patient dans la position de lithotomie, ce sont les coussins situés à 3, 7 et 11 heures qui sont le plus souvent affectés. Anatomiquement, on délimite 2 plexus lorsqu'on parle de la pathologie hémorroïdaire. Lorsque ce sont les veines hémorroïdaires inférieures, situées sous la ligne pectinée, qui sont impliquées, on dit qu'il s'agit des hémorroïdes externes. Les hémorroïdes internes concernent plutôt les veines hémorroïdaires supérieures localisées au-dessus de la ligne pectinée. On reconnaît 4 stades aux hémorroïdes internes, soit 1. Gonflement avec segment sans prolapsus, 2. Protrusion avec réduction spontanée, 3. Protrusion nécessitant une réduction manuelle et 4. Prolapsus irréductible. Une atteinte des hémorroïdes internes se manifeste par un saignement modéré non douloureux, rouge, visible sur le papier ou dans l'eau de la toilette lors de la défécation.
du mucus dans les selles, une sensation de rectum plein et un prolapsus parfois accompagné de prurit sont d'autres manifestations cliniques possibles d'une pathologie hémorroïdaire interne. Si une douleur anale sévère et brutale est présente, il faut éliminer une thrombose des hémorroïdes externes. La thrombose s'associe à une tuméfaction et à un caillot visible sous la peau. Lors de l'inspection de l'anus, on recherche une thrombose ou une excoriation qui témoigne d'une atteinte des hémorroïdes externes. Un toucher rectal permet de noter le stade et la localisation des paquets hémorroïdaires internes. Il est pertinent de compléter l'évaluation par une anuscopie. Il est important de souligner qu'un traitement n'est indiqué que si les hémorroïdes sont symptomatiques. Toutes les pathologies hémorroïdaires sont d'abord soumises à un traitement médical conservateur qui consiste en des bains de siège, une diète à haute teneur en fibres et eau, des laxatifs émollients, ainsi que des analgésiques topiques et systémiques. Pour les hémorroïdes internes de grade 2 et 3, on a en plus fréquemment recours à une ligature élastique au cours de laquelle on passe des élastiques de caoutchouc autour du tissu qui fait protrusion, ce qui entraîne sa nécrose puis son détachement de la muqueuse. La sclérothérapie et la coagulothérapie sont d'autres options thérapeutiques pour ce type d'hémorroïdes. Pour les hémorroïdes internes de grade 4, il faut plutôt avoir recours à une hémorroïdectomie chirurgicale effectuée en salle d'opération. Finalement, la thrombose hémorroïdaire est traitée par des analgésiques durant la période douloureuse. Dans les 48 heures après la formation de la thrombose, on peut procéder à l'évacuation du caillot qui permet un soulagement de la douleur. La troisième pathologie que nous aborderons est l'abcès anorectal, une pathologie qui atteint davantage les patients immunocompromis, diabétiques, VIH positifs et ceux souffrant d'affections hématologiques ou de maladies inflammatoires de l'intestin. Dans la paroi du canal anal, au niveau de la ligne pectinée, on retrouve de 4 à 10 glandes reliées à la lumière digestive par un petit canal principal. L'obstruction de ces glandes par des selles permet une multiplication bactérienne qui entraîne subséquemment la formation d'un abcès. Celui-ci peut s'étendre de la glande jusqu'à l'espace intersphinctérien, puis de là vers différents espaces potentiels. On classifiera donc les abcès anorectaux selon leur position anatomique. Voici les 4 positions anatomiques les plus communes en ordre décroissant de fréquence. Périanal, ischiorectal, intersphinctérien, supralévateur. À l'anamnèse, le patient atteint d'un abcès anal rapporte une douleur anale ou périanale initialement modérée, mais qui augmente en intensité. Cette douleur n'est pas rythmée par la défécation. Elle peut irradier au périnée ou aux organes génitaux et elle peut aussi être associée à des épreintes. Le malade peut avoir de la difficulté à déféquer et des rectorragies. Le patient peut de plus présenter un syndrome infectieux avec de la fièvre. À l'examen physique, l'abcès peut être visible, constitué d'une masse indurée, inflammatoire, de taille variable, pouvant effacer les plis radiés de l'anus. Si l'abcès est plus profond, on peut le deviner au toucher rectal en décelant une douleur localisée entourée de tissus anormalement tendus. On peut parfois noter un écoulement de pus par l'orifice primaire endoluminal. Pour un abcès périanal ou superficiel, un drainage au cabinet médical est possible. Pour les malades avec un abcès ischiorectal, intersphinctérien ou supralévateur, le drainage sera pratiqué en salle d'opération sous anesthésie. Le rôle des antibiotiques dans le traitement d'une telle infection n'est pas bien établi à ce jour puisqu'ils ne permettent pas de diminuer le temps de guérison ni le taux de récurrence. Ainsi, on ne recommande actuellement pas leur utilisation, sauf pour quelques exceptions qui incluent la présence d'une cellulite extensive, une immunosuppression et un sepsis. La formation d'une fistule anorectale est une complication courante qui peut survenir initialement avec l'abcès ou suite à l'intervention chirurgicale. Concluons notre étude des principales pathologies responsables des douleurs anales par la néoplasie de l'anus. Le cancer de l'anus est fréquemment associé au type 16 et 18 du virus du papillome humain. L'infection au VIH, l'immunosuppression chronique et le tabagisme sont d'autres facteurs de risque connus pour ce type de cancer. L'âge moyen au moment du diagnostic est de 61,8 ans. Bien qu'il existe plusieurs sous-types histologiques, la majorité des néoplasies anales est constituée de carcinomes épidermoïdes. Je restreindrai donc le reste de cette présentation à celui-ci. Cette tumeur peut atteindre le canal anal ou la région cutanée périanale. Lorsque le canal anal est atteint, le patient note des rectorragies, du ténesme, du prurit anal
une douleur et parfois une masse anale. Gardons en tête que 25% des patients sont toutefois asymptomatiques. Il est intéressant de souligner que le cancer épidermoïde du canal anal peut aussi se présenter initialement par des conditions d'apparence bénignes comme une fissure anale, des pathologies hémorroïdaires et des fistules anales. Quant à lui, un cancer anal localisé dans la région cutanée périanale se manifeste par une lésion prurigineuse ou eczémateuse. L'examen physique doit inclure un toucher rectal et la recherche d'adénopathie inguinale. Les analyses diagnostiques requises incluent une rectosigmoïdoscopie ou une anuscopie, ainsi que des examens d'imagerie au niveau thoracique, abdominal et pelvien afin de rechercher la présence de métastases. Il est recommandé de procéder à une confirmation histologique grâce à une biopsie tissulaire de la région suspecte et ou une aspiration par aiguille fine de toute adénopathie inguinale, puisqu'elles peuvent avoir un impact sur l'étendue du traitement qui sera appliqué. La tumeur du canal anal est traitée par radiothérapie et chimiothérapie. Cette combinaison thérapeutique permet la rémission de 74 à 90% des patients. La résection abdominopérinéale est utilisée comme un traitement de deuxième ligne. Quant à elle, la tumeur périanale est traitée comme une tumeur cutanée. Ceci conclut notre survol des pathologies communes responsables de douleurs anales. Résumons les éléments utiles pour les différencier les unes des autres lorsqu'un patient se présente à nous. La fissure anale se signale au moment de la défécation par une douleur anale importante et une légère rectorragie. Au contraire, les hémorroïdes internes ne sont que peu douloureuses, mais entraînent plus volontiers des rectorragies modérées. L'histoire d'un patient atteint d'un abcès anorectal sera marquée par une douleur progressive. Finalement, la néoplasie épidermoïde du canal anal peut imiter ces trois pathologies en présentant des symptômes variés. Il faut donc conserver ce diagnostic différentiel en tête devant une pathologie anale qui ne répond pas au traitement conventionnel. C'est ce qui conclut ce podcast. Merci de votre attention.